Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopolitis. Dans un an, le mardi 3 novembre 2020, on saura si Donald Trump aura réussi son pari de se succéder à lui-même. Depuis son discours d'investiture où il annonçait vouloir mettre fin au carnage ravageant l'Amérique, jusqu'à la procédure d'impeachment, pas un jour sans un coup d'éclat. Dernier en date, le retrait des troupes en Syrie. S'il est battu, est-ce qu'une femme va enfin rentrer à la Maison-Blanche? Portrait d'Elizabeth Warren, la démocrate qui monte. Bill Clinton est acquitté par le Sénat au terme d'une procédure d'impeachment. Il avait menti à propos de fellation dans son bureau. Ça sera notre séquence archive. Le 45e président des États-Unis peut-il se faire réélire pour 4 ans l'année prochaine? Pari fou et impossible pour les uns, tant ce mandat ubuesque a été chaotique. Élection jouée d'avance pour les autres, tant les paramètres économiques qui font la différence sont au beau fixe. Avec une campagne en forme de guerre totale contre ses ennemis, les médias qualifiés d'ennemis du peuple et les démocrates qui veulent le destituer. Sa base électorale solide d'environ 40% est imperméable aux révélations qui se succèdent. Corruption, obstruction, conspiration, la liste est longue. Les démocrates devront convaincre les indécis et les abstentionnistes pour gagner. C'est un observateur privilégié qui nous rejoindra depuis New York, Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France à Washington, qui, le jour de l'élection de Trump, avait tweeté « Après Brexit, après Trump, un monde s'effondre, le vertige ». Un tweet qui avait suscité le tollé et qu'il a dû retirer. On lui demandera si les Américains remettront une pièce dans le jukebox ou s'ils diront à Trump « You're fired », vous êtes viré. You're fired, you're fired, you're fired, you're fired. Comme tous les 4 ans, c'est un moment important de la vie politique américaine, le discours d'investiture du président. Celui de Donald Trump allait donner le ton de tout son mandat et de la campagne électorale à venir. Elsa Anguinolfi. The President-elect of the United States, Donald John Trump. C'est sur la rupture qu'il a fondé sa campagne et au moment où il devient officiellement le 45e président des États-Unis, Donald Trump adresse un message sans ambiguïté au reste du monde. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Une Amérique en repli, qui se retire de plusieurs accords comme celui de Paris sur le climat ou l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Une Amérique qui déserte les champs de bataille en Syrie et affaiblit un multilatéralisme déjà mal en point. Trump, c'est la fin de cette idée des États-Unis, gendarme du monde, le New World Order de Bush père, qu'Obama admirait beaucoup d'ailleurs. Le fils Bush l'a appliqué de manière un peu guerrière, mais disons cette idée que grâce aux États-Unis, le monde reste stable et puis on maintient un peu les équilibres. Sous l'administration Trump, le taux de chômage continue à baisser, atteignant son plus bas niveau depuis 1969, 3,5%. Un atout non négligeable pour la candidature du président sortant, mais un atout fragile. Le bras de fer avec la Chine sur les taxes à l'importation pèse sur les perspectives économiques. Donald Trump promet un accord, mais pour l'instant, il peine à convaincre. Justement, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un accord. On ne sait pas ce qu'il va y avoir comme accord. Et puis Trump a un gros problème, c'est les paysans du Midwest qui n'arrivent plus à vendre leurs produits aux Chinois. Il les subventionne à coût de dizaines de milliards maintenant. Jusqu'à quand il va pouvoir tenir? Ça, c'est la grande question. Donald Trump, c'est aussi plus de 5000 tweets et retweets depuis le mois de janvier. Une nouvelle manière de gouverner où tous les revirements semblent possibles et où il joue souvent entre apaisement et menace. Le Mexique abuse de nous, soit ils arrêtent l'invasion de notre pays par les trafiquants, les cartels, les coyotes et les clandestins, soit nous ramenons nos entreprises qui ont stupidement été autorisées à s'établir là-bas. C'est le roi de la confusion, des écrans de fumée. Il adore surprendre, choquer, énerver. Il sait que ça va lui servir parce que tout tourne autour de lui toujours.
c'est aussi son impulsivité qui fait son succès. You know I'm totally off script right now. And this is how I got elected, by being off script. Donald Trump, l'homme de spectacle, Darling, qui ne mâche jamais ses mots, we are reversing decades of blunders and betrayals. Pour lui, tous les coups semblent permis et la bataille promet d'être virulente dans la procédure d'impeachment que Nancy Pelosi et les démocrates ont lancée contre lui, mais aussi dans la campagne qui commence pour la présidentielle de 2020. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Vous avez été l'ambassadeur de France à Washington de 2014 jusqu'au printemps dernier. Vous travaillez maintenant à New York, où l'on vous retrouve. Vous êtes donc évidemment un observateur très privilégié de l'Amérique sous Donald Trump. Donald Trump qui promet aux démocrates une guerre totale pour la prochaine campagne électorale. Est-ce qu'on va assister à la campagne la plus violente de l'histoire américaine ? Oh, sans doute. Donald Trump n'a aucune limite, aucun scrupule. On l'a bien vu déjà dès la campagne de 2016, et notamment, il est prêt à attaquer personnellement ses adversaires. En plus, le pays est dans un état de polarisation hystérique, et le mot hystérique n'est pas trop fort, des deux côtés, une sorte de guerre civile virtuelle entre les gens qui soutiennent Trump et les autres, et donc la campagne ne sera pas belle. Alors évidemment, la question à $1 million dans ces circonstances-là, est-ce qu'il sera réélu ? Il peut être réélu. Il a réussi à fanatiser sa base. Aujourd'hui, plus de 90% de ses électeurs de 2016 sont prêts à revoter pour lui. C'est le plus haut pourcentage qu'on ait eu depuis les 50 dernières années. Donc il a une base qui est sûre, mais son problème, c'est que cette base doit constituer entre 35-37% de la population. Et donc pour être élu, il faut qu'il aille au-delà de cette base, ce qui lui est quand même difficile, étant donné, comme je l'ai dit, la polarisation. Au fond, tout dépendra du candidat démocrate. Est-ce que ce sera un candidat modéré ou est-ce que ce sera un candidat qui sera plus à gauche ? Et à l'heure actuelle, c'est vrai que la dynamique démocrate semble plutôt pousser vers la gauche. Et donc, si c'est un candidat de gauche, évidemment, il y aura chez les centristes une hésitation. Mais évidemment, pour les démocrates, la grande difficulté, ça va être de faire campagne sur la question principale. Aux États-Unis, c'est l'économie. L'économie va bien. C'est « the economy stupid », comme disait Bill Clinton. Donc c'est un boulevard qui s'ouvre à Trump sur ce plan-là. Oui, Trump va faire campagne sur deux thèmes. Petit 1, l'économie va bien, ce qui est vrai jusqu'à maintenant. Et petit 2, les démocrates, en face de moi, sont des bolchevistes, sont des socialistes. Et déjà, on le voit sur Fox News, on le voit dans les pages éditoriales du Wall Street Journal. Du côté démocrate, donc, je dirais que l'opinion générale est « nous devons avoir un candidat au centre » et donc ça conduit vers Biden. Mais comme je l'ai dit, dans le pays, il y a une colère de droite qui a amené Trump, il y a maintenant une colère de gauche qui pousse la candidature, notamment la candidature d'Elizabeth Warren, qui fait une campagne, il faut bien dire, une campagne remarquable, et qui pense que l'on peut opposer à un populisme de droite un populisme de gauche. Alors évidemment, il y a quelque chose qui marche très fort avec Trump, c'est son art inégalé de la victimisation. Il vient encore là, à propos de l'impeachment, de parler de lynchage, ce qui est quand même énorme quand on sait ce que veut dire vraiment le terme de lynchage. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas quelque chose qui plaît aux Américains, ce show permanent, quand on parle de trahison, quand on parle de guerre civile, on a l'impression d'être au spectacle d'une certaine manière. Non, les Américains n'aiment pas ça. Souvent, j'ai rencontré des républicains qui votent Trump et qui voteront Trump, mais qui me disaient d'un air d'un air résigné, avec un peu de honte même, il ne devrait pas tweeter, il devrait se calmer. On vote pour Trump, souvent, dans certains milieux en tout cas, on vote pour Trump parce qu'il fait le boulot. Comme vous l'avez dit, l'économie, mais n'oubliez pas non plus, ce qui est très important pour notamment les chrétiens évangélistes, ils nomment des juges très conservateurs. Et vous savez qu'aux États-Unis, les juges ont un pouvoir de décision, notamment sur les sujets de société. Donc non, ils lassent une partie des Américains, et je dirais surtout en particulier les centristes. On l'a vu aux élections intermédiaires législatives de 2018, où un certain nombre de ces centristes, qui votaient pourtant plutôt républicains à la fin, ont décidé de voter démocrate.
Et ce sera là, une fois de plus, ça va être le débat. C'est-à-dire, si vous êtes un centriste, est-ce que vous votez pour votre portefeuille, et alors là, vous votez Trump, ou alors est-ce que vous votez pour votre, je dirais, pour vos valeurs, et alors vous vous éloignez de Trump? Alors évidemment, s'il fallait trouver des vertus au trumpisme, il y en a certainement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que c'est aussi un pragmatisme érigé en théorie de l'action? C'est un instinctif, il sait exactement à tel moment comment il faut agir, ce qu'il faut faire. Est-ce que ça, vous le reconnaissez d'une certaine manière? Naturellement, et je dirais même que c'est le sujet principal. Nous devons oublier les fantaisies de Trump, ses tweets, ses déclarations en l'emporte-pièce, et nous rappeler d'abord que Trump a été élu, que lui seul avait senti la colère de l'électorat américain. En 2015, tout le monde pensait que tout allait bien. Il a senti la colère, il a été élu et il continue d'avoir cette intuition de son électorat. Il faut voir les grands meetings qu'il continue de tenir, de voir le lien vraiment presque charnel qui s'établit entre Trump et son électorat. Donc c'est là la question importante. Il y a une crise sociale, économique aux États-Unis, comme d'ailleurs dans la plupart des démocraties occidentales. En France avec les Gilets jaunes, en Grande-Bretagne avec Brexit, en Italie avec la Lega, pour parler de vos voisins, pas la Grande-Bretagne, mais enfin pour parler de l'Europe occidentale. Il y a la colère de cet électorat et Trump incarne cette colère. Et Elizabeth Warren essaye de l'incarner à gauche. Alors vous écrivez dans votre livre que finalement, avec Trump, le pire est peut-être devant nous. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver maintenant ? Non, alors, quand je parle du pire, je crois, je ne parle pas trop de Trump, je parle de la crise sociale et économique. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, les chiffres sont clairs, un certain nombre d'Américains ont souffert de la globalisation, les inégalités ont explosé, on le sait, et c'est aussi le cas de nouveau en Europe. Le problème maintenant, et on le voit aux États-Unis, qui ont toujours plus ou moins 5 ans d'avance sur l'Europe, c'est que l'automatisation et l'intelligence artificielle sont en train de détruire et vont détruire des millions d'emplois, et notamment des emplois de la classe moyenne inférieure. Et donc la crise sociale économique que nous connaissons, si on ne répond pas à ce défi, cette crise risque de se prolonger. Et si elle se prolonge, évidemment, c'est un terreau tout trouvé pour les populistes. Alors voilà, évidemment, pour la politique intérieure, évidemment, Trump, c'est aussi une politique étrangère. On peut se demander s'il est tout à fait compétent dans ce cadre-là ou si vraiment il ne sait absolument pas ce qu'il fait. On en reparle tout de suite après ce décryptage signé Olivier Coller. Donald Trump est-il devenu l'apprenti sorcier de la diplomatie américaine, lui qui multiplie les volte-face et les coups d'éclat, se vantant de bouger les lignes comme l'an dernier, quand il entre dans l'histoire, devenant le premier président américain à se rendre en Corée du Nord après des mois de menaces et d'escalade verbale. Il serait préférable que la Corée du Nord ne menace plus les États-Unis, parce qu'ils vont trouver sur leur chemin un feu et une fureur que le monde n'a encore jamais vus. Des mois de tensions, de menaces et d'insultes, mais toujours aucun accord formel sur la dénucléarisation du régime nord-coréen qui ressort renforcé de ce bras de fer. Dernier épisode en date de cette diplomatie des coups d'éclat, le retrait des forces américaines en Syrie. L'incompréhension est totale chez les Kurdes, alliés stratégiques de Washington dans sa lutte contre l'État islamique. L'incompréhension est totale, y compris dans son propre camp politique. 2/3 des sénateurs républicains, dont Lindsey Graham, l'un des plus proches soutiens de Trump, se sont alliés aux démocrates pour dénoncer un retrait jugé insensé. C'est la plus grande erreur de sa présidence. C'est une décision stupéfiante que je rejette totalement. Quand il s'agit de combattre Daesh, c'est une mauvaise idée d'externaliser la sécurité nationale américaine en Russie, en Iran et en Turquie. Le retrait américain renforce la toute-puissance de Vladimir Poutine dans l'enfer syrien et laisse le champ libre à Recep Erdogan qui a obtenu le retrait des forces kurdes. Pour Donald Trump, un fiasco diplomatique et militaire, des milliers de djihadistes évaporés dans la nature et l'émergence d'une nouvelle catastrophe humanitaire avec 230 000 personnes déplacées.
Cette diplomatie à grand fracas menée à coups de tweets et de déclarations choc s'est aussi illustrée au Venezuela, où Donald Trump n'a jamais caché son ambition de faire chuter Nicolás Maduro, l'héritier de Chavez, son succès, tout comme en Iran où le président américain promet depuis des mois de faire chuter le régime des mollahs. Alors on le voit sur les terrains de politique étrangère, Trump comme Obama d'ailleurs, rechigne à engager des troupes, il fait même que les retirer, on l'a vu en Syrie, évidemment on a vu aussi par rapport à l'Iran, au dernier moment il s'est retenu d'agir. Alors, finalement, est-ce que c'est pas pour répondre à cette interrogation, cette question des Américains qui disent finalement l'hégémonie c'est bien, mais si ça nous coûte plus que ça nous rapporte, ça ne sert à rien. C'est tout à fait ça. Et vous avez eu raison aussi de souligner que ça avait commencé sous Obama. Nous avons eu deux présidents, aussi différents qu'ils puissent être, Obama et Trump, et tous les deux ont conclu à une lassitude de l'opinion publique américaine pour les engagements internationaux. Que les États-Unis n'interviennent pas en Ukraine, que les États-Unis n'interviennent que minimalement, de manière minimale, en Syrie, en est une indication, et Trump exprime ce même sentiment. Et cela conduit chez Trump à, je dirais, une politique de néo-isolationnisme nationaliste, parce que lorsqu'il dit America first, America d'abord, ça veut dire America alone, l'Amérique seule. Il est indifférent aux alliances et honnêtement, pour lui, le Royaume-Uni ou la Chine, c'est la même chose. Donc là, on va évidemment un pas plus loin, ou peut-être même plusieurs pas plus loin qu'Obama, mais c'est le même sentiment général. Et je suis convaincu que quel que soit l'élu en 2020, que ce soit Trump naturellement, mais que ce soit un démocrate, de toute façon, on ne reviendra pas à l'Amérique gendarme du monde. Ce pays a conclu de l'Afghanistan et de l'Irak que c'était trop coûteux et qu'il fallait s'occuper finalement des problèmes de la société américaine. Alors, si Trump est réélu, est-ce qu'il va continuer à être l'ami des hommes à poigne, Poutine, Erdogan, Orban, et pas très finalement amène avec le président Macron? Vous avez vu ça de près, vous, en tant qu'ambassadeur de France. Les relations entre Trump et Macron, c'était pas forcément facile. Alors, d'abord, Trump est totalement indifférent aux valeurs, aux droits de l'homme. Donc, il est prêt à travailler avec les dirigeants autoritaires parce qu'il dit, au fond, avec eux, ça marche. Parce qu'évidemment, le dirigeant autoritaire prend une décision et tout le monde suit dans son pays. La relation avec Macron, non, elle est restée assez bonne. Il y a eu un ou deux incidents, mais vous savez, Trump a insulté à peu près tous ses interlocuteurs par tweet. Et Merkel et May en ont souffert encore beaucoup plus que Macron. Non, Emmanuel Macron a réussi à préserver un dialogue avec Trump, et c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, à Washington, rien ne marche. C'est-à-dire, si vous êtes ambassadeur, vous n'avez aucun interlocuteur autorisé, parce que personne ne sait ce que Trump va décider la veille, et personne ne sait, le lendemain, et personne ne sait ce que signifie la décision de la veille. Et donc, très souvent, lorsque Paris me disait « dites ça aux Américains », j'étais obligé de répondre « il vaut mieux que Emmanuel Macron appelle Trump pour passer le message à la seule personne qui compte, qui est Donald Trump ». Alors peut-être pour terminer, faisons un tout petit peu de politique fiction. On est au mois d'octobre 2020. Le dernier débat avant l'élection entre Donald Trump et Elizabeth Warren. Qu'est-ce qui va se dire dans ce débat? Comment ça va se passer? Oh, ça va être épouvantable. Trump va attaquer Elizabeth Warren sur ses déclarations lorsqu'Elizabeth Warren avait malheureusement déclaré qu'elle avait du sang indien dans les veines, alors qu'elle en avait vraiment vraiment très peu. Ça va aller très bas. Mais Elizabeth Warren, alors je ne sais pas si elle a des chances d'être élue, mais en tout cas Elizabeth Warren est une combattante, est une battante, et elle ne se laissera pas faire par Trump. Donc il risque d'avoir un volume sonore assez élevé, et de nouveau, ce ne sera pas la démocratie américaine à son meilleur. Eh bien, merci Gérard Haro pour ces propos très clairs. On pourra évidemment vous lire dans ce livre que vous venez de publier sur votre expérience de 40 ans dans la diplomatie française au Quai d'Orsay. Toutes les références à la fin de cette émission. Merci beaucoup Gérard Haro. Merci. Les Américains n'avaient pas voulu de Hillary Clinton. Est-ce que le temps d'une femme présidente est enfin venu? Portrait d'Elizabeth Warren qui talonne le favori démocrate Joe Biden. Il est signé de notre correspondant Gaspard Kuhn. Elle court d'une scène à l'autre, Elizabeth Warren.
Un petit côté professoral, de l'enthousiasme et des idées à revendre. Santé, immigration, économie. Son mantra ? Elle a un plan. Il nous faut un gouvernement qui ne travaille pas que pour les riches et les puissants, mais qui travaille pour le peuple. Des espaces se libèrent pour la candidate démocrate. À sa gauche, Bernie Sanders est amoindri par une attaque cardiaque. À sa droite, Joe Biden est affaibli par les affaires de son fils en Ukraine. Ce couple de sympathisants démocrates est convaincu qu'Elizabeth Warren serait la meilleure face à Trump. C'est vraiment une bonne avocate de la classe moyenne. Et on a l'impression qu'en ce moment, la classe moyenne est perdante aux États-Unis. Elle est prête à se battre pour ce dont on a besoin. Elizabeth Warren vient d'un milieu modeste. Enfant de l'après-guerre, née à Oklahoma en 1949, dans une famille méthodiste. Elle a grandi en voyant ce que c'est de vivre sans argent de côté et l'anxiété qui accompagne cette situation. Elle comprend ça. Ce sont ses talents de débatteuse qui lui permettent de financer ses études. D'abord enseignante spécialisée, puis jeune maman, elle étudie le droit, elle deviendra professeure à Harvard. Elle aussi entre la gauche et la droite, mais son étude sur le terrain des familles en faillite l'a fait basculer. Elle ne pouvait plus aligner ses valeurs avec celles du Parti républicain. Elle a changé pour devenir démocrate. Après la crise de 2008, elle participe aux côtés de Barack Obama à la régulation du secteur financier. Et la prof se lance en politique, elle entre au Sénat. À 70 ans, nouveau combat, la voilà qui s'oppose à Donald Trump. Personne n'est au-dessus des lois, pas même le président des États-Unis. Mais elle a un point faible. Elle a exagéré son appartenance aux Indiens Cherokee. Elle a admis qu'elle avait eu tort d'utiliser le passé Cherokee de sa famille comme étant quelque chose qui la définissait. Si elle devient la candidate des démocrates, il est certain que le président va revenir et insister là-dessus. Désormais sous le feu des projecteurs, Elizabeth Warren doit prouver que son plan peut faire le poids face à la machine électorale de Donald Trump. L'impeachment lancé contre Trump ne devrait pas amener sa destitution faute de majorité au Sénat, comme pour un certain Bill Clinton, Antoine Pignard et Kevin Gertsch. The Senate adjudges that the respondent, William Jefferson Clinton, President of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment. 1999, Bill Clinton vient d'être acquitté par le Sénat américain après le lancement de la procédure d'impeachment. Au départ de l'affaire, une relation avec une stagiaire de la Maison-Blanche, une certaine Monica Lewinsky. Interrogé par la Cour suprême en 1998, le président nie sous serment tout rapport sexuel avec cette femme. Mais le lendemain, Bill Clinton va finir par tout avouer. J'ai effectivement eu avec mademoiselle Lewinsky une relation inappropriée. En fait, c'était une erreur. La Chambre des représentants lance la procédure d'impeachment pour parjure et obstruction à la justice. Elle n'aboutira pas, faute de la majorité requise des 2/3 du Sénat. L'impeachment revient aujourd'hui avec une procédure menaçant Donald Trump. Il est accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations compromettantes pour nuire à l'un de ses opposants, Joe Biden, avec l'aide du président ukrainien. Tout d'abord, cette procédure d'impeachment est une arnaque. Vous ne pouvez pas destituer un président qui fait du bon travail. La procédure se fait en 2 temps. Il faut la majorité simple à la Chambre des représentants, puis l'accusé passe devant le Sénat transformé en tribunal. Par la difficulté de sa mise en place, la procédure d'impeachment reste exceptionnelle. Seuls 3 présidents ont été mis en accusation. Aucune des 3 procédures n'a abouti. Avant Bill Clinton, il y a eu Andrew Johnson en 1868, mais aussi Richard Nixon en 1974. Emporté par l'affaire du Watergate, il démissionne avant même que la procédure soit lancée. Depuis plusieurs mois, les démocrates tentent de lancer une telle procédure pour Donald Trump. Ils étaient très divisés, mais l'affaire ukrainienne les a décidés à agir. J'annonce aujourd'hui que la Chambre des représentants lance une procédure officielle d'impeachment.
Pour préparer cette émission, nous nous sommes appuyés sur Passeport diplomatique, le récit de 40 ans au Quai d'Orsay, dans lequel Gérard Haraud consacre des pages très éclairantes à Donald Trump. Il évoque son narcissisme pathologique, mais voit plutôt en lui le symptôme d'une crise profonde que traversent les États-Unis et le monde occidental. Et pour ceux, et ils sont nombreux, qui aiment l'Amérique, reportez-vous à la dernière livraison de la revue America, avec en interview de Joyce Carol Oates, l'une des plus grandes romancières américaines, qui décrit un pays plus divisé que jamais. Merci d'avoir fidèlement suivi Géopolitis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site ou en podcast. La semaine prochaine, même jour, même heure, sur les chaînes de la RTS ou de notre partenaire TV5 Monde. L'Allemagne, 30 ans après la chute du mur. Le mur est-il complètement tombé? Au plaisir de vous retrouver.